Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de notre format Back Issues. C'est dans cette émission que l'on vous parle avec l'ami Corentin ici présent. Back dans les bacs. De bandes dessinées que l'on a lues et qu'on a envie de vous conseiller ou parfois pas, mais en tout cas on a envie d'en discuter un petit peu dans ce podcast. Voilà. C'est la formule. C'est la formule tout simplement, et donc trêve, enfin voilà, ça fait un bail. Ça fait un bail, mais parce qu'on devait en enregistrer avec notre invité, notre cher PA, mais ça n'a pas pu se faire malheureusement. En attendant de le revoir avec nous un jour ou l'autre, et bien effectivement on a été pas mal pris ces derniers temps, mais on va s'y remettre. Oui, après les sorties récentes étaient de moins bonnes. Si, non, il y en avait plein, il y a plein de trucs que j'ai lu qui étaient très cool et tout ça, donc non, il y avait plein de choses. Bah si, il y a eu le retour de Copra déjà. C'est vrai. Faut qu'on parle de Copra. Bien sûr. Il y a eu des trucs cool en super-héros aussi. D'ailleurs, on va parler de super-héros aujourd'hui. Mine de rien, ils seront en majorité, même dans ce podcast, parce que sur les 3 albums, il y en a 2 qui sont des trucs de super-héros. Ouais. Et on va commencer justement, par celui qui n'en est pas un, avec l'album Freddy l'Arrangeur. Freddy the Fix. Donc, une création de Garth Ennis et Mike Perkins qui a été fait dans le label Ninth Circle chez Image Comics, qui est un label qui a été monté pour faire des projets courts comme ça, des one-shot horreur avec... Pas donné grand-chose d'ailleurs. Oui, en l'occurrence, mais qui arrive chez Delcourt dans un format assez particulier, parce qu'en fait c'est des one-shots de 48 pages, je crois. Enfin, c'est un peu moins même. Hein. Ouais, d'une 40aine de pages. Un peu moins. L'autre truc, ils avaient déjà un truc de Garth Ennis qui était sorti. Non, il va sortir The Kids. The Kids, ça va arriver. 44 pages dans mon souvenir. Ouais, c'est ça. Ça doit être du même tonneau ici. Exactement. D'ailleurs, faut que tu parles un peu plus fort, Corentin. Ça doit être du même tonneau ici. Voilà, parce que je sens bien que je ne t'entendais pas. Donc, c'est que c'est pas juste le problème du micro, c'est toi aussi qui s'est dit. J'ai une voix douce. Mano, on va faire First Print ASMR. Voilà. Oui. Vous lisez la bande dessinée. Enchaîne, Antoine Georges. C'est du cartonné. Les gens l'ont entendu que je tapotais sur la couverture. Voilà, ils ça sont pourrait être, tu peux faire le défilement des pages. Attends, je vais le faire là. Attends, je prends un bouquin plus gros parce que quand il y en a dit que tu voulais qu'on finisse. Quand il y en a que 40, ça prend. Mais donc, du coup, on va parler d'un autre bouquin après. Voilà, regardez, on tente l'expérience. C'est du carton aussi. Oh Dieu. Voilà. Waouh. Je pense que les gens en ont pour leur argent. Clairement. Donner sur le Tipeee. On va faire un don de 1000 balles là sur Tipeee. Donner sur le Tipeee pour qu'on fasse une émission totale ASMR. Ceci étant, si on fait de l'ASMR, il faut des micros de meilleure qualité que ce que nous avons ici. Bah non, là, ça suffit très bien. À l'ASMR, il faut des micros qui captent le moindre petit détail de bruit pour que ça fasse pour le frissonnement dans le bas de la nuque. Mais je suis à peu près sûr que je peux te faire des trucs insupportables à écouter juste avec ces micros déjà, mais c'est pas le sujet. Corentin, revenons-en quand même à notre sujet. Donc Freddy l'Arrangeur. 44 pages. Donc voilà, 44 pages, et donc évidemment que vu que c'est juste un one shot en fait, pour l'adaptation en français, il fallait pas le proposer dans le format comics habituel. Donc c'est ce qu'a fait déjà Vestron d'ailleurs, avec ça, les one shot jeunesse Sonic et aussi les one shot Archie Aurore. En fait, c'est tout simplement de faire un album cartonné à la franco-belge. Vraiment l'album le traditionnel, celui qu'on appelle le 48cc, qui est vraiment le format traditionnel de l'album de bande dessinée, 48 pages couleur, donc là un petit peu moins, mais c'est en couleur aussi. Donc avec couverture cartonnée, un format aussi qui est agrandi, qui est plus grand. Je sais pas, j'ai pas vu le single issues en VO s'il était dans un format un peu agrandi aussi, comme les distilleries ou des trucs comme ça, ou si c'était un single issues classique. Mais en tout cas, je ne sais pas. Ma foi, ça a l'air de s'associer très bien à ce format-là. Et donc, c'est Garth Ennis et Mike Perkins qui sont ensemble pour vraiment une BD fantastique, un peu horrifique et surtout très drôle, puisqu'on est vraiment complètement dans la satire. C'est un récit policier. Un récit policier. Oui, c'est vrai, c'est une enquête, quelque part. Finalement. Mais avec un versant très fantastique, horrifique et aussi beaucoup d'humour. Avec donc ce fameux Freddy qui est donc un fixeur ou un arrangeur, qui est celui qui s'occupe normalement de régler les problèmes de stars à Hollywood et qui là, en fait, va enquêter sur la disparition d'un de ces grandes stars. Sauf qu'on est dans un monde où toutes les créatures imaginaire et possible existent. En fait, les vampires coexistent avec les boogeyman, avec les loups-garous et même avec les dinosaures. Et donc, ça, voilà, c'est l'enquête. Il y a le boogeyman qui est censé avoir
était tué, et donc Freddy va se mettre à enquêter là-dessus pour savoir qui a commis ce crime, et ce faisant, il va nous faire découvrir tout cet univers hollywoodien complètement délirant, puisque voilà, au lieu d'avoir les mafieux sont des créatures du marais, ceux qui tiennent des clubs BDSM sont des vampires, et ainsi de suite, quoi. Et donc c'est absurde, c'est complètement absurde. Un côté un peu True Blood. Oui, dans le délire. Oui, c'est clairement une version plus drôle de True Blood, parce que True Blood restait relativement sérieux. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi, effectivement. Ouais. Est-ce que j'ai plutôt pas trop mal présenté T'as bien présenté le... Bah, moi, j'ai toujours un problème avec Je pense pas que ça aurait été si compliqué d'appeler ça juste Freddy le Fix, ou Freddy le Fixeur, parce que l'arrangeur... Encore une fois, on en avait parlé dans le podcast... Tu fais toujours des obsessions sur les... Et particulièrement chez Delcourt, je sais que... Bah oui, c'est pas spécialement non propre aux comics de Delcourt, mais c'est en général... Est-ce que c'est là où Gisèle Corr qui est un peu le péché originel pour toi? Là où Gisèle Corr, vraiment, je trouve pas ça heureux à l'oreille du tout, mais en l'occurrence, je comprends que Where the Body Was, c'est pas spécialement plus accessible comme titre, et là où Gisèle Corr peut faire, tu sais, roman de gare, titre de polar, un peu bébête. Là, le problème, c'est que ça renvoie vraiment à un corps de métier, entre guillemets, ou en tout cas à une occupation. Ouais, mais je sais pas si le grand public, même les lecteurs les lecteurs de BD, en fait, quand t'es passionné de cinéma et que tu connais un peu les mécaniques d'Hollywood de l'ancienne époque, voilà, tu connais un peu ce type de métier-là, mais pour les gens, et même moi, je connaissais pas le terme fixeur en tant que tel, tu vois, c'est toi qui m'a instruit, donc... T'as le super-héros de Holy Terror qui s'appelle le Fixeur, si tu veux aussi. Rappelez-vous ce petit détail très rigolo. Juste pour que donc, les gens comprennent bien de quoi on parle. Dans le Hollywood des grands studios, donc on va dire après la guerre, pour essayer de tout résumer ça au maximum, vous aviez donc les grands studios des États-Unis, donc qui la plupart sont encore en activité et sont devenus des filiales de groupes de tech. Vous aviez Columbia, vous aviez Universal, vous aviez Paramount, vous aviez Warner Bros. Vous aviez tout ce petit monde-là, et en fait, chaque studio avait ses écuries. Donc il y avait des acteurs qui étaient signés pour un studio particulièrement. Il y avait des lots, donc des plateaux de tournage qui étaient réservés à tel studio particulier. Et c'est là un peu qu'est née, tu sais, la légende du château d'eau qui surplombe généralement ces grandes zones de tournage où tout se fait, en fait, où la plupart des films ont été captés, avec des mecs qui installaient des décors dans des grands hangars vides pour reproduire une fausse réalité. Aujourd'hui, ça a un peu bougé, ça a un peu changé. Les tournages en extérieur sont vraiment arrivés dans les années 70 déjà pour commencer, mais il y a eu aussi la révolution des studios de style Pinewood, où en fait maintenant les boîtes délocalisent les captations en fonction des aides fiscales qu'elles ont, en fonction des arrangements qu'elles ont avec telle ou telle boîte pour construire des fonds verts, pour occuper tel lieu pendant telle X période de temps, à Londres notamment, à Atlanta, en Géorgie, etc. Donc voilà, là on est vraiment à cette période-là, et en fait les acteurs sont vraiment des salariés sous contrat. Ils obéissent à un patron, c'est pas des agents libres comme aujourd'hui. On va essayer de magouiller un peu dans leur vie privée pour leur pousser un peu leur carrière. Si vous avez vu le film Ave César des frères Coen, vous avez une très bonne topographie de cette période. Et à l'époque, les fixeurs, donc généralement, alors il y a deux types, on va dire. Il y a les gros bras, qui eux, en fait, vont être envoyés, par exemple, quand un acteur sort du rang, quand, par exemple, il refuse de signer un contrat, quand il commence à aller voir la concurrence, quand il passe un peu trop de temps le nez dans la poudreuse, ou avec des femmes de petite vertu. Il va trop au ski. Il va trop au ski, c'est un problème. Il rate les dates de tournage, du coup on lui envoie les gros bras, voilà exactement. Il est là. En plus c'est la poudreuse, ça il fait froid, donc il faut quand même le réchauffer et tout. Voilà. Et vous avez les bras droits de grands patrons. Le plus connu étant Eddie Mannix, dont maintenant voilà tu connais un peu mieux l'existence. Eddie Mannix qui était considéré comme vraiment le fixeur le plus célèbre, et c'est lui le héros du film Ave César, qui a œuvré en dehors de la légalité à plusieurs reprises pour couvrir des bébés bâtards, par exemple pour des vedettes qui tombaient enceintes, vedettes féminines au mauvais moment, qui de fameuse mémoire a fait assassiner, selon la légende, l'acteur George Reeves, qui couchait avec sa femme. Voilà, donc c'était quasiment un mafieux en fait. C'était vraiment les réseaux clandestins et vraiment illicites de l'époque où les studios, les grands patrons de studios tenaient tout le métier, tenaient tout le cinéma. Et en l'occurrence, Freddy, donc lui, c'est ça. C'est un de ses bras droits qui travaille pour un patron qui est là pour essayer de empêcher les scandales d'arriver, de retrouver tel ou tel acteur qui se serait barré dans une escapade façon
façon Bill Murray pendant le tournage de Ghostbusters et tout. Voilà, c'est ce genre de gars-là. Donc, quand la BD commence, on réalise très vite effectivement le concept, c'est-à-dire que ça se passe dans un univers où on n'a pas mis des gens dans des costumes pour jouer les loups-garous, on n'a pas mis les gens dans des costumes pour jouer les vampires, on n'a pas demandé à des animatronics pour jouer les dinosaures. Effectivement, c'est un monde dans lequel ces créatures-là existent pour de vrai, et on fait carrière à Hollywood puisque il y avait un besoin d'image, et donc ils ont trouvé du boulot là-bas. Et ça va assez loin, il y a vraiment des créatures impossibles qui existent dans ce monde-là. C'est pas que des hommages au cinéma d'horreur d'Universal et de la Hammer, mais quand même pas la mal, majeure partie du truc. Vous avez une créature du lac noir, vous avez une sirène, vous avez des vampires comme tu l'as dit. Vous avez donc un loup-garou qui en fait cache ses penchants gays en embauchant des gigolos, sauf que comme c'est un loup-garou, une fois qu'il est excité au moment de baiser, il tue aussi son partenaire sexuel. Donc Freddy est là pour faire disparaître le corps, simplement. Et en l'occurrence, effectivement, le boogeyman va être assassiné avec un goth dans le cul, voilà, à la Garcenis. Il va essayer de comprendre ce qui s'est passé et vraiment façon Philippe Marlowe, passer d'un point A à un point B pour interroger, recomposer un peu l'enquête, et avec ce côté un peu à la Garcenis d'un héros vraiment très John Constantine. Comme dans toutes les œuvres de Garcenis, le héros est britannique, ça c'est une obsession chez lui. Dans The Boys, le héros est britannique. Dans Hitman, le héros vient d'Irlande. C'est toujours un truc il faut qu'il ait un personnage qui le représente lui dans ces univers un peu absurdes, où tout le monde est généralement, dès que se passe aux États-Unis, tout le monde est obsédé, corrompu, et les meilleurs amis que tu crois que tu t'es fait, souvent sont en fait des traîtres. Là, ce qui fonctionne bien, c'est qu'en fait, on a fait beaucoup d'émissions, on parlait du style de Garcenis. Son style a beaucoup évolué, tout en restant assez proche de sa base, hein. Mais au niveau, comment dirais-je, social, là, il y a des charges quand même qui sont du coup assez absurdes et très rigolotes sur justement les États-Unis du présent. Notamment une scène qui vraiment m'a fait hurler de rire, où donc à la Jurassic Park, en fait, il y a des dinosaures. Et les dinosaures, ils conversent entre eux. Et il y en a un, tu sens qu'en fait, il est un peu déconstruit, tout en étant religieux, et en fait, il parle à un de ses potes d'un bouquin sur la déconstruction de l'image des sauriens, qu'il fallait essayer de changer pour être meilleur et tout. Et son pote Triceratops lui répond « Ouais, mais l'autre jour, j'ai écouté le podcast de Joe Rogan. » Ouais, avec ça, les dinosaures qui parlent de Joe Rogan, moi, ça me tue. Freddy arrive, et donc, les mecs, ils font putain, merde, il y a un humain. Vite, il faut qu'on parle en dinosaures et tout. Donc, ils font les dinos et tout. Et il fait non, mais les gars, c'est rien, c'est que Freddy. Et même après, Freddy qui dit au T-Rex, tu sais, t'as pas besoin de te dresser comme ça pour me parler, machin. Il fait, ah oui, pardon, excuse-moi, c'est l'habitude. Il y a une espèce il y a une espèce de discours par rapport au racisme aussi, en fait, qui est très finement instillé, parce que, pareil, quand le loup-garou demande à Freddy, qui est noir, hein, en l'occurrence, c'est évoqué à plusieurs moments de l'album, il lui dit est-ce qu'il y a des loups-garous à Londres, et il dit c'est comme si tu me demandais s'il y avait des noirs à Londres, en fait, et est-ce qu'il y a des loups-garous à Londres, évidemment référence au film Loup-garou de Londres de John Landis. C'est gavé de petits clins d'œil comme ça très mignons. Pareil, un truc qui t'a fait beaucoup rire, toi, le Mexorciste. C'est juste... Oui, parce que dans le bureau je sais plus du producteur qui l'embauche, effectivement t'as des pastiches d'affiches de films, et t'en as une juste qui s'appelle donc le Mexorciste, et on voit donc la célèbre affiche de l'exorciste, sauf que l'exorciste porte un sombrero. Et du coup c'est complètement con. En fait c'est l'exorciste mexicain, et ouais, c'est vrai qu'en entendant la discussion que s'imagine, mais à quoi ça pourrait ressembler un film en se mettant donc tous les poncifs des clichés mexicains, quoi. El Diablo, okay. T'es muy baf. En fait, on n'a pas le droit de faire des accents. On a le droit. Non, mais c'est rigolo, l'accent latino. Que la fille, elle est possédée par le démon, il y avait les faire manger la caramba. Attends, mais franchement, moi, je regarde beaucoup d'émissions anglophones et hispanophones. Tout le monde se fout de la gueule de l'accent français, hein. Je tiens à dire, oh, we are Zeri, we talk like this, when we speak English, tu vois. Ça, c'est de la faute à Micron, ça. For sure. Ouais. Et pareil, tu sais, le coup des crabes aussi, où il y en a un qui imite un facehugger à la Alien. Oui. Il y a une référence à Alien, d'ailleurs. Et l'autre, il fait au crabe, c'est un peu à la Man in Black, tu sais, c'est les crabes toxicaux et tout. Le mec, il fait alors, comment ça va, les gars? Ça va super, le OnlyFans marche du feu de Dieu. Donc, en fait, Ennis, il a encore son esprit de jeune con, qui est très créatif pour l'humour. Les dialogues marchent toujours du feu de Dieu. Ma critique principale, enfin, j'en ai deux. Déjà, je trouve ça avait fait extrêmement court. Comme on l'a dit, c'est Nin Circle, donc c'est un label qui a été lancé par des producteurs, qui a pas accouché de grand chose pour l'instant. Et on sent que les concepts qui ont été développés, donc The Kid, Freddy the Fix, et celui avec le train et les zombies, là, ça fait très pitch Netflix, pitch Prime Video, pour
une exclusivité à pas cher, série télé ou film. Freddy the Fix, ça se passe à Hollywood. Ça a ce côté horreur, comédie, polar, qui pourrait très bien rendre au cinéma. On sait que le nom de Garcenis est un nom qui porte depuis que The Boys est devenu la marque que l'on connaît. Ils ont mis un sticker par l'auteur de The Boys là-dessus, ils sont pas idiots. Il y a le film Crossed aussi qui arrive, donc tu t'en rappelles plus? Oui, c'est vrai. Donc là, voilà, moi je vois très bien un producteur qui voit le Freddy the Fix et qui dit très facile à vendre. Très facile à vendre à Netflix, très facile à vendre à Prime. Tu peux imaginer que dans le monde post-The Boys où Prime aura besoin de licences, d'autres propriétés intellectuelles exclusives pour alimenter sa grille, une série télé façon parodie d'Hollywood. En plus, c'est la période, tu vois, il y a eu The Studio, il y a eu Wonder Man. Là, en plus, tu peux mettre un truc, va convoquer justement l'héritage de True Blood, l'héritage de Real Humans, tu sais, ces séries qui prenaient le concept des monstres pour le mettre au premier degré, dans des univers plus réalistes, avec le côté comique et tout. Enfin, vraiment, je vois très bien ça exister en série télé ou en film. Et ma critique, du coup, c'est que ça se voit un peu trop au sens où, en fait, Ennis aurait eu largement les moyens d'en faire une maxi en 12 numéros. Ouais. Ou d'en faire une série plus longue. Mais ça demande clairement. En fait, ce qui est frustrant, c'est que c'est très bien en tant que tel, mais c'est effectivement beaucoup trop court. Et tu dis, mais en fait, vu la qualité de l'univers et vu la bizarreté de tout l'ensemble, c'est ce que je te disais avant qu'on enregistre. Bizarrerie, pardon, ouais. Je fais ce que je veux. C'est ma langue française, la langue, elle est vivante, elle peut être modifiée. Mais ce que je te disais avant qu'on enregistre, c'est que moi, je me dis, mais en fait. Du coup, je peux dire les nominés aux Oscars. Non, parce que ça, c'est un anglicisme, et ça, c'est le mal. Les anglicismes, c'est le démon. Mais faire une série fleuve à la Chou, quoi, en fait. Mais oui, bien sûr. En plus, les idées sont pour avoir à chaque fois une enquête, un arc avec une enquête qui te permet d'avoir à chaque fois un nouveau pan t'as bizarre. T'as des tonnes de monstres, t'as des tonnes de créateurs de films d'horreur que tu peux rentabiliser. Il y a 12 000 trucs à faire, en fait. Même, je sais pas, il y aurait des gags à faire avec Alien, justement, là, le vrai xénomorphe et tout. Mais même avec Predator, parce qu'il y a quand même ce fameux Predator. Oui. Je sais pas si t'as vu la photo qui circule en ce moment. Parce qu'il a une bite dans la bouche. Ah oui, ça, oui. Mais il la mange pas. Il la mange pas. Et t'as pareil aussi le côté, t'as la presse à scandale, c'est Fangoria. Et Fangoria, c'est un vrai magazine pour les fans, en fait, de films de genre des années 70. Tu sais, où étaient référencés dans plein de films de Joe Dante et tout. Et là, pour le coup, comme c'est des vrais monstres qui existent vraiment, Fangoria, c'est Closer. C'est People, ouais, c'est la presse People, ouais. Donc t'aurais même pareil des scandales journalistiques que tu pourrais faire, mais un mec comme Bendis pourrait justement s'amuser à faire un truc comme ça à la Alias et tout. Il y a un peu de ça aussi, tu vois, sur ce monde précis. Moi, j'aimerais bien que si par exemple un studio l'adapte, Ennis revienne travailler un peu avec Freddy, parce que le concept de Hollywood, il est déjà assez riche de base pour nourrir une fiction entière, mais là en plus avec cette accroche originale, et on voit qu'il a plein d'idées, tu vois. C'est ça, ouais. C'est assez touffu pour une BD de 40 pages, je trouve, comme t'as beaucoup de gags, beaucoup de péripéties, beaucoup de rencontres, il y a plein d'univers qu'il a envie de mettre en coercition. Et là, du coup, mon reproche, c'est que tu finis, t'as envie d'en avoir plus. Ouais. Donc c'est un peu, voilà. Un peu frustrant, ouais. Et mon autre reproche, c'est le choix du format. Je comprends bien que c'est très logique, et c'est un choix d'éditeur qui est carrément rationnel. Faire du franco-belge, en plus, ça pareil, ça tu peux le vendre. On a plein de cinéphiles en France. On a plein de fans de polar, de BD polar en France. C'est très facile à offrir. Ça, justement, si vous voulez intéresser les gens aux comics, vous filez ça à un pote à vous qui aime bien la fiction policière, qui est très cinéphile, qui verra les petites vannes un peu pointues, justement. Et en plus, ça ressemble à du franco-belge, donc ça ne fait pas peur. Maintenant, la cover un peu glacée, le côté cartonné Delcourt rigide, la carte de couvre qui est pas incroyable. Je trouve, pour moi, ça vend pas bien le projet. Ça fait un peu BD. Je pense que je vais l'acheter quand même parce que bon, voilà, ça, c'est pas cher et ça reste du Garcenis. Et puis j'ai envie de l'avoir. Elle est à 10,50 €, donc c'est vraiment pas un investissement incroyable. Je trouve que au moins ils ont fait l'effort aussi d'avoir un prix qui soit raccord. Tout à fait. Au projet, quoi. Carrément. Mais je sais pas, peut-être que c'est mon côté fan de comics. Je trouve l'album là, je sais pas, je saurais pas dire pourquoi. Peut-être que c'est vraiment juste de la, comment dirais-je, très personnel, quoi. Oui, non, mais là, la matérialité. On fait un podcast, on donne nos avis personnels. Non, mais je sais pas, du conditionnement, tu vois, de fan de comics, à voir cet objet-là et à me dire, c'est pas pour moi, tu vois. Je sais pas exactement comment t'expliquer, mais peut-être qu'une autre cover ou un truc qui, pas me vendre plus le projet, peut-être un truc plus à la The Fade Out, tu vois, où il y aurait un côté plus intriguant, quoi. Je sais pas, mais je trouve que l'objet me paraît un peu antipathique. À mon sens, c'est vraiment à réserver aux gens qui aiment beaucoup Garcenis, qui aiment bien se marrer, ou vrais cinéphiles, et aussi à l'objet cadeau. Ça, vraiment, c'est un truc, vous l'offrez à votre daron qui va justement se sentir très intelligent à reconnaître des références X ou Y.
Vous l'offrez pour votre prochain Secret Santa où c'est un cadeau à 10 balles, bah voilà, vous mettez 50 centimes en plus et puis vous avez une chouette BD, quoi. Faut avoir un humour un peu gras, on va dire, mais bon, ça, c'est Garcenis. C'est pareil, le côté par le mec de The Boys. Je pense que c'est un produit qui peut bien trouver son public, en plus. Bah oui. Clairement, ça fait un bon... Parce que la BD est bonne, les dessins sont beaux, le format, effectivement, est accessible au niveau financier. T'as le sticker grand public, voilà. Franchement, non, moi, j'aimerais juste bien que ce soit pas qu'un one-shot. C'est ça. Ça fait bien. Non, mais Garcenis, c'est toujours aussi fort. Ça fait un bon produit d'appel, même pour découvrir Garcenis, en fait, en tant que tel, quoi. Ouais, carrément. Tu dis, t'aimes bien pour cette partie vraiment comique de sa bibliographie, quoi. Oui, non, pas pour les récits de guerre, effectivement, mais mais après, Garcenis est quand même vachement plus connu pour ses satires que pour ces comics d'aviation. Auprès du grand public. Du grand public, quoi. Donc voilà, donc c'est dispo chez Delcourt, ça s'appelle Freddy l'Arrangeur pour 10,50 €. Et on vous rappelle que vous avez des liens dans la description de ce podcast pour vous procurer la bande dessinée si vous voulez, chez notre partenaire, en l'occurrence, c'est notre partenaire Pulps qui nous soutient aussi sur nos front pages. On va maintenant passer du côté des super-héros. On commence avec Absolute Green Lantern de Al Ewing et Janoy Lindsay. Donc, le premier tome de la série Absolute Green Lantern, qui donc arrive après Absolute Batman, Superman, Wonder Woman et Flash. Donc, une relecture de la mythologie de Green Lantern, parce que c'est le concept de l'univers absolute. C'est on reprend des personnages que vous connaissez, mais on les débarrasse de tout ce que vous connaissez plus ou moins, et on essaie de recréer une mythologie à partir de ça. On le sait que les 3 premiers titres ont très bien marché en France. Et celui-là, c'est un peu moins gagné. Et ce qui a motivé quand même Urban Comics à soutenir l'ensemble de la ligne. Ils ont même sorti le Absolute Martian Manhunter, que j'avais oublié d'ailleurs juste avant, dont on a parlé en back issues également. En fait, il y a juste l'Absolute Flash qu'on n'a pas chroniqué. Il faudrait qu'on le fasse aussi d'ici le prochain. C'est déjà sorti ? Oui. Je l'ai raté. Parce que, autant pour moi. C'est complètement sorti. On peut en parler maintenant si tu veux, mais je l'ai pas relu récemment. Non, faudrait que je le pareil. J'ai plus tout en mémoire. Mais donc, pour cette Absolute Green Lantern, qu'est-ce qu'on en pense avec le choix d'Al Ewing de prendre en fait comme personnage principal Joe Mulane. Sojourner Mulane, enfin moi je l'appelle Joe, mais Joe Mulane, qui était en fait une création assez récente dans cet univers, parce qu'elle nous vient de Far Sector à la base. De Jamal Campbell. Et N.K. Jemisin, qu'on avait chroniqué aussi sur First Print, le back issue de tout genre, on vous en avait dit le plus grand bien, mais c'est vrai que c'est un personnage assez récent dans cette mythologie, sachant qu'à la base c'était développé, Far Sector c'était hors continuité, puis elle a été intégrée dans la continuité, de mémoire c'était avec Scott Snyder dans la période New Justice, si je dis pas de bêtises. Mais c'était pas Williamson? Ah, ou c'était Williamson qui l'avait fait après? Je crois que c'était pendant un peu avant la période des Titans, il me semble, mais... Bon, alors peut-être que Mais bon, enfin, peu importe. Ma mémoire s'égare, elle a été rapatriée. Une des rares créations Black Label Black Label. Si, c'était Black Label, ouais. C'était pas Young Animal. C'était, Young Animal. Je sais plus, parce qu'en France, ils l'ont publié sous label Black Label, donc je sais plus. Bref, en tout cas, c'était l'une des rares créations un peu d'auteur hors continuité qui, effectivement, a fait le chemin inverse. Et pour le meilleur et pour le pire, parce que elle a pas forcément particulièrement brillé, jeu de mots, dans l'univers principal. En revanche, effectivement, c'est un choix osé d'en faire la Absolute Green Lantern d'entrée de jeu, même si c'est plus compliqué que ça. Et c'est un peu le problème aussi que beaucoup de gens ont eu avec cet album, c'est que il y a une confusion dans les termes. Si on prend Absolute Batman, de fait, ce n'est pas le Batman que nous connaissons. Il est plus musclé. Je peux le spoiler ou pas? Juste son origine, enfin un élément de son origine. Absolute Batman. Oui, tout le monde a lu. C'est la meilleure vente de 2025, donc je pense que tout le monde l'a lu le premier tome. Il est plus musclé, il n'est pas riche. Seul son père est mort. Il a grandi avec les vilains de sa grande galerie habituelle, mais ça reste Bruce Wayne. Il est animé des mêmes intentions. Il est animé du même but. Rendre la ville de Gotham plus sûre, plus vivable, et combattre les vilains. Absolute Superman, c'est pareil. Ce n'est pas le Kal-El que nous connaissons, mais c'est un Kal-El. Il n'y a pas de souci. On peut très bien dire, lui, c'est bon, je vois, même s'il a les cheveux longs et une cape en énergie. Wonder Woman, c'est probablement la plus proche, Wonder Woman. En fait, à part qu'elle a été élevée en dehors de Themyscira, c'est clairement Diana, il n'y a aucun doute là-dessus. Là, en l'occurrence, le problème que les gens, je pense, ont eu avec cet univers-là, c'est que... En fait, t'es sur un rôle-titre. En fait, c'est-à-dire que Green Lantern, c'est pas une personne, c'est une fonction. Donc, et les personnages, la façon dont ils sont réinventés n'a rien de commun avec ce n'est pas Al Jordan, ce n'est pas notre Al Jordan, ce n'est pas le Al Jordan de la Terre Prime. C'est un autre personnage qui s'appelle Al Jordan. Joe Mulane,
on verra. C'est très, très parcellaire parce que c'est vraiment un album originel, dans le sens où on sait très peu de choses sur ces personnages-là. L'idée, grosso modo, c'est que tous les Green Lantern, à l'exception de Simon Baz, ont grandi dans la même ville, viennent de la même ville. C'est Evergreen, pardon. Oui, Evergreen, voilà, c'est très, très rigolo. Parce qu'il y a Green dedans. Exactement. Parce que c'est Green Lantern. C'est un clin d'œil, parce que Green, c'est vert et... Je t'explique. La ville d'Evergreen. Alors, je sais pas si c'est un... Il y a un complexe d'infériorité, peut-être, j'en sais rien, mais il y a un truc par rapport aux comics, comme ça, un peu avec concept, c'est qu'à vouloir régulièrement refaire du Damon Lindelof, reproduire un peu l'esthétique et les méthodes de Damon Lindelof, ou de Brian K. Vaughan. Là, en l'occurrence, c'est une inspiration très claire de Under the Dome, hein. Pas que, il y a d'autres inspirations qui sont assez manifestes. Qui est du coup de Stephen King, ouais. Mais... Tout à fait, qui serait compliqué de vous spoiler. Oui, mais Vaughan avait fait la série télé Under the Dome. Je sais. Et ça a plus une approche, c'est pas terrible du tout. Non, pas bien. Là, en l'occurrence, ça a plus une approche, effectivement, de high concept. Donc, le high concept, pour rappel, le high concept, c'est quoi? C'est Lost. Le high concept, c'est X-Files. On vous présente on présente des personnages très réels en face d'une situation qui ne l'est pas, et on pose beaucoup de questions, et on verra beaucoup plus tard si on donne les réponses, si on les donne, parce que c'est pas garanti non plus. Là, on est vraiment dans ce concept-là. On est dans une série, un peu trilogie du samedi, un peu post-Lost, enfin un peu les 4400. Voilà, on va vraiment tout de suite identifier la problématique et suivre le parcours d'êtres humains au demeurant relativement normaux dans cet univers un peu absurde. Donc effectivement, dans la ville d'Evergreen, Hal Jordan a grandi, Sojourner Merlin a grandi, Jon Stewart a grandi, Kyle Rayner a grandi, quoi qu'on ne le voit pas. Guy Gardner a grandi, enfin tous les Green Lantern traditionnels ont grandi, sauf qu'ils n'ont de leur personnage original, à l'exception de Joe Mulline, que le nom. Jon Stewart n'est pas le revendicatif afro qu'il était autrefois, c'est pas non plus un militaire, Hal Jordan n'est pas un militaire, Hal Jordan n'a rien à voir avec Hal Jordan. C'est un homme qui s'appelle Hal Jordan, mais il n'a rien à voir avec Hal Jordan. Il y a un truc qui fait Hal Jordan, c'est qu'il n'a pas peur. C'est le seul parmi eux qui n'a pas peur. Mais en dehors de ça, ce n'est pas le pilote balourd de l'US Air Force qu'on connaît. Il n'y a pas beaucoup plus de proximité pour qui concerne Guy Gardner, qui là pour le coup est flic, chauve, qui n'a pas sa coupe de cheveux en plus, c'est assez bizarre. C'est probablement le projet qui renverse le plus la table des compréhensions traditionnelles. Les autres séries absolutes sont des séries absolutes qui prennent des personnages qu'on connaît et qui les désossent de leur socle habituel. Mais ça reste les personnages qu'on connaît. Là, c'est pas le cas. Là, on casse tout. Et il n'y a plus rien à voir avec la base. Quelque part, c'est même un peu plus proche de Absolute Martian Manhunter, parce qu'il y a un jeu par rapport aux couleurs. On essaie surtout de recoder le spectre émotionnel qui sert de carburant au Green Lantern. Donc, je reviens au pitch. La ville d'Evergreen, un jour, est mise sous cloche. Un dôme vert qui s'abat sur eux. Et une créature alien, le Abin Sur, et pas Abin Sur, parce que normalement, dans le canon, Abin Sur, c'est le nom d'un Green Lantern qui transmet la bague de volonté à Hal Jordan. Là, c'est un Abin Sur, donc c'est une classe, un corps de métier, entre guillemets, vient pour... ce serait spoilé d'expliquer exactement pourquoi et comment, mais pour enlever des êtres humains. Ou pour juger des êtres humains, c'est ce qu'il dit. Ouais. Le jugement... Pour juger et jauger même. Voilà. Alors, arrive la notion un peu Under the Dome et un peu The Leftovers, c'est qu'en fait, quotidiennement, des êtres humains, c'est très mal raconté, je trouve, des êtres humains de la ville vont se faire, du coup, juger, jauger, enlever, disparaître. Et on suppose qu'ils sont morts. Les seuls qui vont rester à la fin, ce sera donc, alors Stewart, qui là, pour le coup, est présenté comme alors il est agent immobilier. Un scientifique, quand même. C'est un peu le mec intelligent de la bande, quoi. C'est le mec qui veut tout savoir, qui doit tout savoir, et son destin appellera à ça plus tard. J'allais dire Kyle Chandler, mais Hal Jordan, qui lui est un collectionneur de jouets, enfin est un marchand de jouets de collection, et Joe Mulline, qui est une ancienne flic qui s'est réinventée en agent immobilier après son divorce. Elle est lesbienne dans cette version des faits. Je crois qu'elle était juste bi dans Far Sector, en l'occurrence ils lui ont fait une ex-femme qui sera plus tard importante pour l'intrigue. Et Abin Sur, qui en fait est au départ présenté comme un alien avec un design un peu à la Majin Buu, forme finale où il a une queue très longue qui part dans le dos, il a 4 bras, un regard très méchant et tout. Et sans spoiler, c'est compliqué, mais il y a Black Hand qui est là aussi, ou le concept de Black Hand est là aussi. En fait, c'est plein de petits easter eggs que tu vas attraper parce que c'est très riche en nom propre, hein, de machin, bidule qui s'est fait enlever et tout. Tu comprends que Black Hand ne sera pas Black Hand, tu comprends que un truc qui sera utile plus tard n'est pas ce que tu connais habituellement.
c'est vraiment fait pour moi, pour les gens qui voudraient lire du Green Lantern, mais qui détesteraient Green Lantern. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais dans les Green Lantern, c'est l'inverse. Green Lantern, c'est John Carter of Mars. Green Lantern, c'est un humain valeureux, traditionnellement, qui part vers les étoiles, qui devient un guerrier interplanétaire, et qui ensuite évoluera quasiment que pour défendre la Terre ou dans des aventures cosmiques avec ses copains. Il a un rival qui est son pire ennemi, qui est Sinestro. Il a des meilleurs amis et des héritiers spirituels. Il a sa nana, avec qui ça se passe très bien ou ça se passe moins bien selon les volumes. Dans le volume de Geoff Jones, c'est le héros légendaire qui va maîtriser toutes les bagues, etc. Voilà. Il y a des gens qui n'apprécient pas cet univers-là. Là, on vous propose une version high concept, on vous propose une version HBO FX, on vous propose une version plus science-fiction des années 2000, avec un vrai mystère à la clé, avec un vrai truc d'origine qui est pas clair du tout, où là on n'est pas du tout sur le côté, il y a des gardiens bleus dans l'univers qui sont là pour assurer que la vie soit bien fonctionnelle. Ils prennent des héros sans peur et avec leur imagination ils peuvent créer des gros tanks qui tirent des rayons laser. Tout ce qu'ils veulent, ouais. Voilà. Là c'est pas du tout le cas. La création du Green Lantern est un accident. La création de Black Hand ou du Black Lantern, on sait pas, hein, est un accident. Le communiqué de presse était mensonger parce qu'on nous dit pas d'anneau, pas de pouf, pas de machin, etc. C'est faux. Il y a OA est là, techniquement. C'est pas la OA qu'on connaît, mais il y a une OA. Le spectre des couleurs est là, mais c'est pas ce qu'on espérait ou qu'on ouais, c'est différent, en fait, c'est différent. Ouais. En fait, c'est trop conceptuel pour former un avis. C'est vraiment un pilote de série télé. Il y a littéralement que attendre des réponses qu'on peut faire ou dire. On peut commenter le rythme. Mais est-ce que c'est bien, Corentin? Moi, je trouve pas ça, et c'est bien d'ailleurs qu'on voit ce podcast parce que quelque part, on dit souvent plus de bien de DC que de Marvel. Nous, là, on va parler de 2 séries d'Halloween, l'autre étant... Ah oui, c'est vrai, moi, j'ai pas fait gaffe, je m'en suis aperçu en lisant les trucs. Je pense pas qu'Halloween était peut-être le meilleur choix pour ce projet, dans le sens où, si on regarde ce que fait Dennis Camp sur Absolute Martian Manhunter, on peut trouver ça touffu, on peut trouver ça chargé, on peut trouver ça compliqué, même pourquoi pas. Néanmoins, c'est extrêmement unique, c'est extrêmement original. Tu ne trouveras pas une autre BD qui ressemble à ça. Je trouve que cette BD-là fait très emprunté. Du coup, c'est plus lié au dessin de Javier Rodriguez aussi, alors. Non, la narration aussi, les choix d'écriture, le côté vaporeux, schizophrène. C'est pas que le graphisme. Je parlerai du dessin après pour Absolute Green Lantern, mais il y a vraiment un truc dans le travail du rythme, le travail du propos méta, le travail des idées de mise en scène et tout, évidemment. Tu sais que le rythme et la mise en scène, c'est l'artiste aussi, quand même, qui est pour beaucoup, quoi. Donc. Mais là, je trouve que dans les dialogues, il y a rien qui me donne envie de connaître ces personnages. En dehors du fait que moi je les connais. C'est la caractérisation. C'est la caractérisation qui. Si j'avais jamais lu de Green Lantern avant et que je tombe sur ce projet, je n'ai pas forcément envie de passer le premier tome. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le jeu des décalages. Je comprends que c'est le but d'Absolute aussi. Tu lis Absolute Batman parce que tu connais Batman et t'as envie de le lire différemment. Néanmoins. Ou parce que t'en as jamais lu et que tu veux avoir une version. Aussi, mais tu connais quand même Batman. Fraîche. Tu connais quand même Batman. T'as quand même des présupposés sur ce qu'est Batman. Oui, bien sûr. Tu vois. Mais Green Lantern aussi. Tu sais au moins pour ses parents. Green Lantern, c'est beaucoup plus obscur pour beaucoup de gens. Et là, si c'était une BD de science-fiction originale de Halloween, non. Je trouve ça n'a pas assez d'idées à soi. Ce serait pas un We Only Find Them When They're Dead. Non, c'est ça. C'est le côté Damon Lindelof compatible, le côté service secret, le côté le Hector Hammond qui arrive à son Lex Luthor et tout. Il y a rien dans cette BD moi qui m'a vraiment. Ah ouais. En fait, parce que au début je l'ai défendu parce que moi j'aime bien cette narration de présent et flashback qui est effectivement une très construction de série télé tout ça, mais je trouve que c'est assez efficace justement dans le rythme en tout cas. Le fait de dire on a une situation de départ. En fait, on te fait une avance rapide et en fait, chapitre par chapitre. Après, il y a des trucs, je pense qu'en termes en lecture, en single issue, ça doit être abominable parce qu'il se passe, c'est quand même très éclaté, très décompressé aussi. Donc, en fait, il se passe quand même pas grand chose au final dans tout ce premier tome. T'as plein d'éléments qui sont à mener, mais d'un point de vue purement, comment l'histoire avance, ça n'avance pas des masses. Mais je trouve que là, en termes d'album, ce côté vraiment, on te donne les pièces justement une à une et tu dois toi-même aussi un petit peu recoller les morceaux au fur et à mesure et comprendre en fait comment on en est arrivé à la situation qu'on nous présente. Ça fonctionne assez bien pour entretenir ce côté mystère. Moi, si tu veux, j'avais lu les 3 premiers numéros en VO. Après, je m'étais arrêté parce que la vie a fait que.
J'ai vu beaucoup de gens critiquer ce projet. En fait, j'étais là à le défendre. Je crois que les gens avaient plus de mal avec les dessins qui sont pas, sont pas incroyables, qui sont très webtoon dans l'esprit, on va dire quoi. Donc. Et moi, j'étais là à défendre le truc en me disant justement, ça peut être comme une série un peu à la Jason Aaron où on fait cette espèce de rapport passé-présent sur le temps long et on suit vraiment la vie quotidienne en fait de ces mecs qui sont prisonniers du dôme, façon série télé. On assume ce truc-là. Au final, on passe quand même beaucoup de temps là-dedans. Au numéro 6, on donne beaucoup de réponses. Comme si, entre guillemets, on avait conscience qu'on était en train de perdre le lecteur. Les personnages, vraiment, moi, je les trouve creux. Il y a rien dans ce Hal Jordan, dans ce... Qui sont pas très... Non, je te concède qu'ils sont pas très épais, ouais. Entre guillemets, c'est pas pour faire des comparaisons. Mais en même temps, quand tu dois gérer 6 personnages directs... Évidemment. C'est pour ça que je trouve que l'intro va à la fois trop vite et trop lentement, en fait. Elle a besoin de placer sa grosse baston, son origine de super-héros et tout, et son explication, parce que l'arc de 6 numéros, c'est un standard en comics. T'as besoin de donner un nombre d'éléments importants. Et le rythme, je trouve, s'en ressent énormément. Ça part comme une première saison de série télé. En fait, à la fin, tu dis, ah non, c'était que le pilote. Et moi, j'ai vraiment rien appris de... Enfin, je vois pas, en fait, entre guillemets, vraiment la relecture des Green Lantern que j'espérais. Je pense qu'il y aura eu des choses différentes à faire. Je trouve ça anormalement compliqué et à la fois un peu pas prétentieux, mais tu vois le côté on n'a pas la bague, mais si t'as la bague, on n'a pas les pouvoirs. Si t'as les pouvoirs, t'as une Green Lantern. Le fait est que c'est parce que ouais, mais c'est quand même, tu sens très bien qu'il y a, que tu l'as dit avant, il y a pas des gardiens sur une planète, c'est plus métaphysique. C'est pas du tout un corps de policier visiblement. Et même les autres couleurs, les autres spectres de couleurs, a priori, sont pas du tout liés aux émotions telles qu'on le connaît dans le spectre des couleurs. Et même Black Hand, la Black Hand, en l'occurrence, la main noire, est liée à un... Là, il y a un renversement. C'est comme dans Absolute Wonder Man, il y a un renversement de polarité. Il y a un truc qui sert de base au Green Lantern, qui là est pris comme un vilain, sans trop en dire. Ça, c'est intriguant. Ça, je suis content. Franchement, je me suis un peu fait chier quand même. Et au niveau graphique, effectivement, c'est probablement le moins beau des titres absolus. Enfin, là, je pense que c'est objectif. C'est jamais il n'y a pas d'objectivité en matière critique et en sensibilité artistique. Les décors sont très vides. C'est pas très bien habillé. Le design d'Abin Sur est cool, mais encore une fois, tu vois un peu l'influence Majin Buu, même les yeux, hein. C'est les yeux de Ultra Buu, quoi. Le costume de Green Lantern tu vois, ça me remue pas. Et pas Sinestro. Enfin, il y a un truc qui me manque. Je trouve pas que ça fasse Green Lantern. Je sais pas. Je trouve ça un peu, décevant par rapport au profil qu'est Alley Wing et à son talent naturel pour réinventer de nouvelles histoires, justement. Ce qu'il a fait avec Immortal Thor, ce qu'il a fait. Remarque, tu me diras, le début d'Immortal Thor était chiant. Hein. Moi, j'avais pas aimé du tout au début Immortal Thor. Immortal Hulk, pardon. Putain. Immortal Hulk, j'avais pas du tout aimé au début. Peut-être que c'est ça. Peut-être que je suis pas à jour en VO. Hein. Peut-être que les parties suivantes seront beaucoup plus intéressantes et tout. Néanmoins, et j'ai conscience que c'est tout l'exercice, ce n'est pas le Green Lantern que j'aime lire. Donc, il y a des fois les renversements ça marche, des fois ça ne marche pas. Là, à mon sens, ça ne marche pas. Je n'ai pas envie de connaître la suite de la vie de ces personnages. Mais c'est que moi, peut-être. Mais c'est aussi, comme tu l'as dit, une question de graphisme. Il y a un truc par rapport au dessin, tu sais, où ils cherchent la forme circulaire. Où tu vois, avec la tasse de café, l'anneau dans la tête d'Hal Jordan, qui symbolise l'anneau et l'absence d'anneau, la bague, l'anneau, enfin l'alliance de John Mulaney aussi, évidemment. C'est bien, ça, graphiquement, c'est du symbolisme à la con, à l'amour, tu vois, mais ça marche bien. Mais dans le graphisme, je retiens pas de scène forte, de design de personnages ambitieux, intéressants. Ouais. Moi, il y a rien qui, non. Je m'arrête là. Je trouve si Hector Hammond est rigolo. Oui, les dialogues de Hammond sont très vrai que cette relecture, complètement. Il me faut une victoire. J'ai un ego plus gros que la Terre. Bonjour. Ça, c'est marrant. Elon Musk. Oui, bah ça. La ressemblance est assez évidente. Très clairement. Très bien, Corentin. Mais t'es pas d'accord, tu peux me contredire. Hein, bah non, je suis pas d'accord avec toi parce que moi j'ai envie d'en savoir plus justement parce que le côté Mystery Box a fonctionné sûrement en fait. Et après peut-être que je suis moins expert ou moins grand lecteur de Green Lantern que toi, ce qui fait que je suis pas un expert du tout. La proposition, et surtout je trouve que le dessin s'améliore quand même au fil. Je trouve que les deux trois premiers numéros sont quand même vraiment pas incroyables et que Jano et Lindsay s'améliorent au fur et à mesure. Donc j'attends de voir. Après moi ça me dérange pas d'avoir une patte un peu plus vers
la bande dessinée asiatique slash un peu webtoon. Ça, c'est pas forcément que ça me dérange, quoi, en l'occurrence. Mais quand tu compares, en fait, après, quand t'as Hayden Sherman et Nick Dragota d'un côté et Daniel Lindsay de l'autre, forcément son style fait pas la comparaison. C'est pas parce que John serait pas bon, c'est juste que les autres sont tellement forts, en fait, sont vraiment vraiment très très forts. Donc faut aussi laisser le temps. Mais après, il y a aussi un truc plus pragmatique aussi, c'est qu'on a quand même pas énormément de Green Lantern qui paraît en VF. Donc je pense que les gens aussi sont aussi contents de retrouver quand même ces personnages-là et cet univers, parce que ça reste quand même quelque chose de très spatial. Moi, j'attends surtout d'avoir le versant cosmique, en fait, parce qu'on est dans une intrigue qui est très sur la Terre aussi. Oui. Et que par rapport à ce qu'on nous dit de ce que sont, de ce qu'est Oa, de ce qu'est la Binsour et tout ça, et qu'il y a quand même une sorte de guerre entre factions qui se prépare. Bah, moi, j'ai envie de la voir maintenant, en fait, parce que je me dis que ça aussi, ça va, le côté, on va remodéliser, enfin, on va réinventer aussi les rapports de force des factions cosmiques. Moi, c'est aussi ça, pour ça que j'aime bien lire du Green Lantern, parce que pour moi, la Sinestro Corps War, ça reste quand même un des meilleurs moments de toute l'histoire de Green Lantern. Donc, j'ai hâte, surtout, qu'on parte dans l'espace vraiment, pour aller voir qu'est-ce qui s'y passe. Et c'est pour ça que moi, je suis quand même plutôt intrigué par cette proposition, même si je suis d'accord sur le fait que ces personnages-là, effectivement, je ne m'y suis pas attaché pour le moment. Mais parce que, en l'espace de si peu de temps, avec ces choix de narration qui sont faits, t'as pas le temps de vraiment développer des personnalités. Et Martian Manhunter, c'est sympa de faire la comparaison, mais il a qu'un seul mec à gérer, Dennis Camp. Je faisais la comparaison pour le côté Mystery Box, parce que il y a un élément, sans spoiler, il y a un élément qui est teasé par rapport au Martien Blanc. Oui. Et qui, pour moi, m'intrigue beaucoup plus. Je veux voir où est-ce ça nous emmène, qui est une ligne de fuite pour le reste de lui. Mais même c'est pareil, tu vois, quand on nous parle du spectre des couleurs et tout, c'est un élément qui existe dans le monde de Martian Manhunter aussi. C'est que le spectre émotionnel des couleurs et tout. Je m'attendais à une interpolation entre les deux, et qui n'arrive pas, en fait. Non, par contre, c'est vrai que ce que tu remarques maintenant quand t'as lu les 5 tomes des séries, tu te dis, alors c'est censé tout se dérouler sur la même planète. Oui, non. À aucun moment ça n'arrive, en fait. Si t'as lu Absolute Evil, tu sais qu'avec Taramon connaît. Si, il a non, mais t'as des liens qui vont se faire, mais dans les tonalités des séries, elles sont tellement toutes réellement différentes, elles ont tellement rien à voir. Mais oui, c'est tant mieux. Mais je me dis même, effectivement, pourquoi vouloir faire des crossovers après, parce qu'en fait, moi, je suis même plus, parce qu'ils ont commencé à teaser le prochain event Absolute. À la fin de DCKO, là, ça ne m'intéresse pas, quoi. En plus, Snyder, il montre souvent ses limites dans ces moments-là. Ouais. Enfin bref, donc la vie d'Arnaud se défend carrément. C'est peut-être juste moi qui n'ai pas accroché, mais Absolute Green Lantern, donc c'est disponible en librairie pour celles et ceux qui le veulent pour 20,50€ chez Urban Comics. Et donc effectivement, on reste avec Alley Wing pour un autre exercice de style, puisque c'est chez Marvel, et on s'intéresse à l'édition en deluxe du premier tome de la série Immortal Thor, alors qui est sorti il y a pas si longtemps, c'était le 4 février 2026. Ouais, j'ai pris le truc récent. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais en fait c'est parce que moi vu que je la suis aussi dans le mensuel Marvel Comics puis Marvel World, en fait. En termes de temporalité, je suis complètement perdu sur quand est-ce que ça apparaît, parce qu'effectivement, elle a été prépubliée dans le mensuel de Panini, donc Marvel Comics puis Marvel World. Et donc maintenant, t'as enfin un premier tome avec, je crois, les 12 premiers numéros peut-être, ou non, 10 plus le numéro spécial de Roxanne Presents. Ouais, qui était sympa. Ouais. Qui était cool. Avec donc Alley Wing au scénario, Martin Coccolo et Ibrahim Robertson et Carlos Magno au dessin, puisque même si Martin Coccolo a fait la première partie, il est très vite parti pour aller faire, je crois que c'était Wolverine, je crois qu'il était parti faire. Donc hélas, il ne reste pas suffisamment longtemps pour assurer l'unité. Ouais, c'est très 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 dommage. Du dessin, et c'est très dommage parce que l'intrigue, par contre, c'est de l'exigence, puisque Alley Wing avec son Immortal Hulk, on en parle juste avant, en fait, a vraiment condensé 60 années d'existence du Hulk et 60 années de construction de mythologie pour en faire une sorte de synthèse globale dans une histoire qui proposait quand même un nouveau concept. Il y avait aussi du high concept avec la Green Door quand même, qui était vraiment de dire il y a une porte vers le monde en dessous de tout, et en fait c'est là que il y a une entité qui y réside, et c'est là en fait que tous les infectés au gamma en fait se retrouvent quand ils passent de vie à trépas, parce qu'en fait ils sont immortels et qu'ils reviennent à chaque fois. Et ce faisant, et partant sur ce principe là de dire qu'en fait lors de l'explosion de la bombe à rayonnement gamma qui a créé Hulk,
en fait, ça a ouvert cette porte. C'est depuis le début, en fait, que cette porte a été ouverte. Ouais. Et donc, partant de là. C'est le concept que tu retrouves aussi un peu dans Immortal Thor, du coup. Ouais, mais que mais de dire que, en fait, voilà, on recrée toute la mythologie. Et quelque part, c'est aussi l'entreprise que va faire Ewing avec Immortal Thor. Puisque l'idée, ça va être, c'est pareil, dans une longue saga qui va prendre différentes phases, parce que à l'heure actuelle, en VO, on est dans la phase Mortal Thor, où, en fait, on s'intéresse à un Thor qui n'aurait pas eu ses pouvoirs et qui serait un civil sur Terre, qui ne saurait pas qu'est-ce qu'il a été auparavant, mais qui aurait quand même encore cette pulsion de la justice et tout. Voilà, Sigurd Jarson, je crois, il s'appelle dans son identité civile. Mais donc là, c'est la première phase. C'est la première phase, donc Thor qui va se retrouver confronté dans le premier arc en fait à Thoranos, qui est donc une sorte d'équivalent maléfique de lui, qui vient du monde d'Utgard, qui est donc un monde qui se situe en dehors de l'espace et du temps. Et Utgard qui concrètement en fait alors c'est un vieux numéro, parce que j'avais fait les recherches en fait, je sais plus de quelle série qui a été publiée dans les années 80 où en fait il se baladait sur un monde qui n'était pas décrit. Et que Ewing a retconné en disant mais en fait ça c'était Utgard. Et en fait retconné au sens propre du terme. Ouais. Et grosso modo l'attaque de Thoranos donc lui fait se rendre compte en fait de la présence en fait d'une divinité en Utgard, qui est l'Utgard Loki en fait, et qui lui visiblement a des plans pour tuer tout simplement tuer Thor. Et c'est une intrigue qui démarre comme ça, mais qui va aussi impliquer tout un tas d'autres personnages en fait de cette mythologie, avec le Pantherest également, puisque dans le deuxième arc on s'intéresse plus à l'Enchantress, à Dario Hager aussi, le Minotaur, qui était une création fameuse du run de Jason Aaron, que là Ewing va réutiliser. Ouais. C'est très touffu, tu le disais déjà avant, mais c'est une intrigue qui est vraiment assez dense, mais qui a quand même qui est assez fascinante aussi, quoi, en fait. Parce que c'est vraiment de la, il y a une tradition littéraire avec Ewing, mais c'est quand même, c'est une bande dessinée qui se veut dans cette tradition-là aussi. Dans tous les sens du terme, parce que c'est de la littérature. C'est les Britanniques, hein, ils sont comme ça. Hein. C'est de la littérature qui regarde vers les mythes scandinaves, et de la littérature qui regarde sa propre origine, puisque c'est aussi une façon pour Ewing d'embrasser entre guillemets l'histoire éditoriale de Thor. Oui, complètement. À deux vitesses, d'ailleurs, c'est ce qui est assez brillant de ce point de vue. Donc effectivement, comme tu l'as dit, et ça c'est assez proche de Immortal Hulk, le fait qu'il y avait en fait une idée qu'on nous cachait, un principe fondamental associé au personnage de Thor qui a toujours été là et que en fait on avait déjà évoqué par le passé, mais qui là se retrouve mis en place publique. Donc avec effectivement le royaume d'Utgard qui, comme la porte verte, est gardé par un portail. C'est toujours un peu l'idée. Il faut ouvrir la porte pour aller chercher la vérité originelle et un peu macabre de ces personnages. Donc là, sans trop en dire, quoique c'est publié dans le mensuel, donc vous devez probablement être... il y a plein de gens, je pense, qui, à mon avis, ont attendu la sortie en Deluxe pour découvrir la série aussi. Hein, mais disons que c'est un peu le propos classique de le héros qui pensait être le héros ne savait pas qu'auparavant, il existait des gens antérieurs à lui. C'est très proche, pour le coup, des vrais mythes scandinaves par rapport aux Titans. D'ailleurs, il y a des références assez appuyées qui sont faites par rapport à ça. Moi, je suis pas un expert de l'Edda poétique et de l'Edda en prose, mais je crois que effectivement, quand les dieux d'Asgard ont commandé la construction de leur forteresse, ils ont demandé ça aux Titans, et quand le Titan a eu fini de travailler, ils l'ont assassiné pour pas avoir à le payer. Et ça pose l'idée en fait fondamentale que un jour, le karma fera qu'ils finiront par être punis de ce péché originel, entre guillemets, et c'est ça qui finira par amorcer les conséquences du Ragnarok. Ragnarok qu'on a beaucoup couvert en comics. On n'a pas besoin de reparler du Ragnarok. Ce que fait Ewing, c'est de dire il y a une version primaire et originelle de Loki, de Thor, même de Odin, qui existe. La question est, que sont du coup les héros que vous avez tous les jours en face de vous? Et la réponse d'Ewing, ce sont des héros de comics. Mais au sens, là je suis peut-être un peu trop loin parce qu'on décrit pas forcément l'intrigue, mais au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il fait interagir Thor comme l'écrivait Simonson, comme l'écrivait Kirby, ou Stan Lee, dans le sens où on va avoir un Thor qui se remet à penser en bulle en bulle de ballon, en fait, c'est en bulle de pensée, où il prend des pauses pour résumer ce qui lui arrive. Il y a beaucoup de monologues intérieurs. C'est très chargé au niveau du texte. Là où les cases de narration vont justement insister sur la notion un peu plus littéraire et fataliste, un peu tragédie grecque, on a à côté une narration très comics,
avec des épisodes interstitiels, comme au début, par exemple, quand Loki explique à Thor, en fait, qu'il a besoin de redevenir une vilaine pour l'aider dans ce qui va suivre. On a un numéro qui ne sert presque à rien, qui est un numéro, en fait, de jeu mental entre Loki et Thor. Et ce numéro, il pourra peut-être désarçonner, parce que les gens se diront, mais on perd du temps, là, ça ne sert à rien. Mais ça servira. Mais ça servira déjà pour commencer, mais aussi c'est une façon justement de se reconnecter à des méthodes de travail qu'on a perdues en cours de route. Vous regardez le Thor de Aaron, c'est dans l'efficacité. C'est littéraire, mais ça progresse, ça va dans un sens. Et les 2 ou 3 tangentes temporelles vont toujours dans le même sens. C'est qui est de parler en fait de l'action que vit le Thor du présent. Là, en fait, on fait des circonvolutions. On va s'autoriser des détours, souvent avec de l'esprit, de l'humour et un côté justement mythe et légende. Tu vois, par exemple, Thor ne gagne pas juste parce que c'est le plus fort, il gagne aussi parce qu'il a l'intelligence de plan. Il y a une digestion aussi justement du côté comics, vraiment, de ce super-héros dieu. Puisque quand la scène où il passe le marteau de Thor à tout le monde, qui est presque une sorte de parodie, même ils appellent ça le Thorcore, une sorte de parodie de déconstruction de toutes les fois où Thor a été un autre personnage. Et en fait, où quelque part. C'est un hommage aussi, en fait, justement. Oui, c'est un hommage aussi, ouais. Même c'est un truc qui sert à battre le vilain, parce que justement, t'as un côté. C'est devenu tellement un réflexe et un gimmick qu'en fait, on peut s'en servir comme d'une arme, littéralement. La retcon dont tu parlais, donc qui là pour le coup est mise en scène, c'est pas juste on te dit le truc, c'est on te recrée un numéro qui est dessiné comme les premiers numéros qui est dessiné. Il reproduit pas le dessin de Kirby, il reproduit les costumes de Kirby, la narration de Kirby. Donc on va suivre une histoire où Thor et Loki, avant leur métamorphose mutuelle, voyagent et vont croiser le Garde Loki en référence au numéro dont tu parlais tout à l'heure. Et où il y a du coup un chassé-croisé de narration entre ce qui est à la fois de l'ordre de l'épique, de l'ordre du tragique, parce que ça amorce, entre guillemets. Le tragique, c'est la fatalité qui arrive. C'est ça, en fait. La tragédie antique, ancestrale, c'est on sait que ça va mal finir. Et qui est lié à un élément du premier passage de Donny Cates. Souvenez-vous, lors du Black Wing. Je n'allais pas faire ça, vas-y. Si, parce que en fait, après, ce sera plus prégnant dans le 2e tome de l'Immortal Thor, où mais le fait c'est qu'il a une vision, Thor, quand il a affronté le Black Winter, où en fait, de lui-même en train de mourir, avec Thanos, qui avait notamment une pierre d'infinité noire face à lui, quoi. Voilà. Et donc, ça, justement, c'est très bien fait dans ce numéro-là. C'est, en fait, on t'amorce l'idée qu'il y a, comme pour les dieux d'Asgard, ce péché originel qui, en fait, va guider justement là où on en est aujourd'hui. Le rapport, alors, du coup, je sais pas dans quel numéro c'est, mais le rapport avec Gaïa, sa mère, je sais pas si dans ce tome-là, qui va aussi, pareil, interroger beaucoup de choses sur ce que Thor pense être. Enfin, on est sur une vraie déconstruction, en fait, comme tu dis, à la britannique, à la années 80-90, quand on prenait les héros pour les péter et les reconstruire différemment. On en est actuellement à la phase de reconstruction avec Mortal Thor, puisqu'il y a toujours ce côté cyclique. Oui, on voit très bien qu'il va redevenir. Voilà, même le coup des dieux du garde, on t'explique que c'est un cycle qui doit se réenclencher. La roue a tourné, et tout. Ce qui est pareil, une réponse un peu plus fataliste au côté Ragnarok, où en fait, chez Marvel, on a utilisé le Ragnarok et la renaissance des dieux pour dire qu'en fait, on allait tuer régulièrement Thor pour le faire revenir, et Asgard aussi. Asgard tombe, Asgard remonte. Et à côté, effectivement, donc un truc, je parlais du côté éditorial, qui va te dire, mais Thor, voilà, rappelez-vous que certes, il y a les dieux scandinaves, il y a les mythologies, il y a les Dai, il y a tous les trucs qu'aiment bien les mecs qui se rasent les cheveux sur les côtés et qui regardent la série Viking en hurlant. Il y a aussi des comics, Thor. Thor, c'est un héros de comics, et c'est probablement l'un des premiers personnages les plus Kirby de la mythologie Marvel. On va dire que c'est les Fantastic Four, on n'aura pas tort, mais Fantastic Four, c'est une famille. Thor, c'est la première fois que Kirby regarde vers les étoiles, regarde vers les dieux, crée son panthéon à lui, et même s'amuse en flex graphique avec les casques et tout. Là, du coup, il y a un côté, on va aller chercher Thor comme un héros Marvel, au sens où il y a des comics Marvel publiés dans l'univers Marvel, par Marvel, que Roxxon s'approprie dans l'effort de contrôler le narratif et de créer un contre-Thor capitaliste et concerné par les enjeux capitalistes. Cette idée, alors on peut trouver des problèmes avec l'exécution, parce que c'est à ce moment-là que Kokolo s'en va, et Kokolo qui, voilà, c'est compliqué de passer derrière Kokolo, hein, évidemment. L'idée est géniale. Elle est géniale pour justement essayer de casser un peu la dynamique, parce que on part vers un truc qui fait très Aaron au début, qui fait très dieu, très divin, très les rivalités de Panthéon et tout, et on revient à l'inversion Midgard sur Terre,
pour un peu, comment dirais-je, dévoyer tout ça en rappelant qu'en fait, non, on est dans un monde de comics, tout en faisant une déconstruction qui rend hommage au style de comics d'autrefois. On te dit que c'était des comics aussi. Et tu as cette scène, justement, du flashback dont je parlais, où au moment où Loki raconte tout ça, Roxxon le découvre aussi en BD, parce que lui, il voit le numéro où c'est littéralement en train d'arriver. Et le côté, après, c'est même un peu méta de se dire que c'est à la fois méta, et puis le truc, c'est qu'il y a aussi un oui, c'est évidemment que c'est méta, mais non, mais... Non, mais je veux dire que c'est que toute la série, de toute façon, a aussi un propos, en fait, sur la force du mythe, en fait, et du fait de raconter les histoires, en fait, et surtout si tu comptes, le fait de contrôler les histoires, de contrôler le narratif, te fait aussi contrôler la réalité, en fait. Parce que c'est toi qui définis, en fait, je veux dire, toutes les histoires que l'on connaît, et tous les mythes et légendes qui se sont racontés depuis la nuit des temps, en fait, ont façonné, au final, énormément de choses dans les sociétés actuelles. Donc, bien sûr, c'est le principe du roman national. C'est la vision qu'on a de la société est basée sur une réalité qui n'est pas vraie, enfin, qui a été racontée, qui a été transmise. La raison pour laquelle, et avec un point de vue. Voilà, la raison pour laquelle nous, par exemple, on se méfie des nazis aujourd'hui, c'est parce qu'on nous a raconté l'histoire des nazis de l'époque, de la France sous l'occupation. La raison pour laquelle on est fier d'être français ou de liberté, égalité, fraternité, c'est parce que des gens se sont battus pour ça et qu'on nous l'a transmis et qu'on a créé des romans nationaux autour des grandes figures de la Révolution, etc. Enfin, les États-Unis, c'est pareil. C'est la société, le principe même de notre rapport au réel tient aussi grâce à la transmission orale, grâce à la transmission écrite, grâce à notre rapport de valeurs qui sont incarnés par les grands hommes et les grandes femmes de l'histoire, etc., etc. Et en fiction, vu qu'on parle d'un personnage de BD, l'idée justement que quand tu contrôles l'éditeur, tu contrôles son destin, c'est forcément assez intéressant. Et le fait que Marvel soit entre guillemets piloté par les méchants, ça demande quand même une grosse part de couilles, parce que quand c'est pour ça que ça a duré qu'un one shot. Hein. c'est que c'est juste un chapitre interstitiel. Quand le fauteur lui dit tu n'es pas capitaliste compatible au vrai sens, parce que t'as les valeurs, et puis en plus regarde toi et tes coupes de cheveux et tout, tu dis c'est trop marrant parce qu'à côté t'as Chris Hemsworth qui refuse de porter une perruque parce qu'il en a marre de trop ressembler au auteur des comics, tu vois. Mais il y a quand même, parce que c'est à la fin du tome, donc on va pas forcément spoiler ça, il y a quand même pas mal d'idées qui sont assez brillantes et un vrai travail de style à tous les niveaux en fait, qui met parfaitement en accord la forme et le fond en fait. C'est qu'il te fait lui son hommage aux comics de l'époque tout en parodiant la façon dont justement on peut se servir des comics comme d'un outil consumériste, quitte à évoquer justement la nostalgie dans ce cas destructeur. À côté, évidemment, voilà, il y a le graphisme. Donc Kokolo marche sur le Kokolo. Dans le sens où le début, c'est vraiment du Thor joufflu, rondouillard, coloré. C'est du vrai Asgard avec le pont arc-en-ciel, etc. La façon dont il utilise la foudre aussi, ou la foudre, mais c'est un peu ce que faisait aussi Alex Ross sur les covers, c'est la foudre vraiment s'empare du corps de Thor qui se met à briller en bleu et tout. Ces effets ultra rétro qui marchent super bien. Les hommages, effectivement, au design autrefois qui marchent super bien. Le design des dieux d'Utgard incarne parfaitement son idée. C'est les titans. C'est des statues noires, colossales, enchaînées à des machines. Le Utgard Loki, pareil, qui est juste un squelette. Le Minotaur aussi, hein, le design du Minotaur. J'adore, hein, Dario Hager, vraiment pur personnage, de toute façon. Ouais, et même voilà, les personnages, mais le Loki non-binaire, donc qui était une idée, je crois, qui a été créée par Alley Wing dans les Defenders, si je dis pas de bêtises. C'était pas quand c'était Agent of Asgard, là? Est-ce que c'était pas avant, après? C'était Kieran Gillen, ça, donc. Peut-être. Non, oui, je crois que t'as raison. Donc, je ne sais en tout cas, après, bon, voilà, Alley Wing a toujours eu pas toujours eu. De mémoire récente, aime bien mettre des personnages LGBT. Il est queer, hein, de toute façon. Donc, dans ses BD. Kokolo qui passe parfaitement du Loki, comment dirais-je, chétive, au Loki vilaine. Enfin, je veux dire, son apparence de boss de fin. Ouais. T'as un moment donné où, pareil, pour instaurer le flashback, il dit souviens-toi Thor, et Kokolo te fait 4 cases où en fait Loki a son design moderne, a son design de mec blanc hétéro, a son design de Kid Loki, et a le design qu'il avait très 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 longtemps en arrière quand il a été créé, qu'il avait encore les cornes retournées façon défense et tout. Ouais, tout à fait. Ceci étant, ça c'est pareil, hein, Loki en tant que créature intersexe, on va dire, c'est dans les mythes scandinaves. Hein. Loki, à la fois le père et la mère, c'est un homme et une femme, ça c'est pas un truc qui a été inventé dans les comics. Donc si ça vous plaît pas, fermez vos gueules. Voilà, je le dis avec toute l'affection et l'amour que je vous porte. Ça marche super bien au niveau design. Beta Ray Bill, tout marche super bien. Après, j'ai l'impression qu'il y a un peu une ignorance qui est faite du Beta Ray Bill de Warren Johnson, parce qu'il est censé avoir un nouveau design et on l'a mis sous le tapis. Oui. C'est un peu dommage. C'était une œuvre d'auteur, hein, le Beta Ray Bill. Le truc sur Odin qui est placé aussi en virgule et qui reviendra plus tard, qui est pas mal. Et voilà, le vrai problème de l'album, c'est que ça bifurque au niveau graphique dès que Kokolo n'est pas là.
n'est plus là. Et sans rien vous cacher. C'est le dernier tiers, quoi. Les deux premiers tiers sont incroyables graphiquement, et puis après, c'est moins bien. Et la série ne reviendra jamais à ce niveau d'excellence. Nope, hélas, ouais. Après, ce sera Khan Bazaldois. Ce sera toujours très, très, très intéressant à lire et très dense et très, quand même assez chargé, quoi. En tant que tel, c'est quand même pas du comics de super-héros de base, quoi. Il y a quand même assez, je me permettrais de dire que c'est du elevated, lourd, hein. C'est du elevated super-héros. Il y a des moments où le texte est, ça se fait plaisir. C'est verbeux, quoi. Ça se laisse écrire, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que par contre, graphiquement, oui, là, clairement, c'est dans cet album-là que vous avez le meilleur à l'heure actuelle, hein, de ce que la série a été. Et c'est le vrai reproche qu'on pourra lui faire sur la suite, quoi. C'est que même si ça restera toujours intéressant à lire, on sait que ce sera moins beau, quoi. Après, bon. Voilà. Oui. Fin de cette phrase. Très bien. Non, mais je veux dire que bon, ça, c'est... Après, c'est quand même une série que moi je recommande malgré tout parce que elle offre quelque chose à lire vraiment et elle te montre vraiment quand même pas fini, surtout, toute la richesse du matériel. Et quand tu vois ce que fait Halloween sur Venom à côté, c'est agréable de savoir qu'en fait il est pas devenu fou, c'est qu'il sait encore écrire des BD. Et moi je trouve que j'aime pas non, tu vas pas finir cette phrase, Arnaud, je te conseille. C'était pas le côté on a 3 versions temporelles différentes de Eddie Brock qui moi j'aimais bien quand même tout cette côté d'intrigue là en fait. Ouais. Toi tu vois, je sais que toi pas du tout, mais tout ce qu'il a fait sur Venom depuis Donny Cates, ça, je trouve ça chiant, merdique, gerbé, j'aime pas. Très bien. Mais en tout cas, Immortal Thor, c'est une lecture qui est quand même conseillée. Voilà. C'est ça qu'il faudra. Plus qu'Absolute Green Lantern. De mon point de vue, plus que Absolute Green Lantern. Donc, c'est ce qu'il faudra retenir. Donc, c'est sorti en deluxe. Donc, c'est le tarif standard de 32€ en librairie ou dans les bibliothèques qui l'auront commandé parce qu'elles ont du goût. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre bibliothécaire si c'est le cas. Et j'aimerais bien faire, je lance l'idée en l'air, un thématique sur Thor cette année. Je vais tenter d'organiser ça. Non, mais tu n'es pas obligé de participer. Hein. C'est pas, déjà si, parce que j'en ai lu aussi quand même. T'es pas obligé d'avoir tout lu. Mais c'est ça, le truc, c'est qu'il y a tellement de trucs, comment tu veux organiser ça, quoi. Non, mais tu fais Kirby, Simonson, Straczynski, Cates et Aaron, pardon. Ouais. Plutôt que Cates. Plus que Cates. Aaron et maintenant, quoi. Tu fais les 5 grands. Ouais, mais là, tu vas avoir des gens qui vont dire, mais vous avez oublié aussi, vous avez oublié ça. Daredevil, on n'a pas non plus tout dit, hein. Daredevil, mine de rien, si, parce qu'il y avait quand même eu, il y avait certaines périodes qu'on n'a pas mis en avant, mais Daredevil, grosso modo. On a fait les grands. Ouais. Bah oui, c'est pareil, on fera les grands. D'accord. On fera les grands volumes. Simonson, c'est un peu longué par contre. Mais... c'est ça, c'est que c'est super long, Simonson. Ouais, mais c'est en omnibus. Je sais pas, non, je crois pas. Non, c'est plutôt les intégrales, je pense. C'est les intégrales classiques. Ça va être bien. Anyway. Tu vas pouvoir plein de lire de comics. Anyway, Immortal Thor, donc disponible en librairie depuis le début du mois dernier, donc n'hésitez pas. Et on en a terminé pour ce Back Issues. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu de votre côté ou ce que vous comptez lire ou pas parmi les 3 titres sélectionnés si jamais notre podcast vous a convaincu de vous laisser tenter. Vous pouvez également poursuivre la discussion sur notre Discord et nous soutenir sur notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!